L'émotion, c'est je pense ce qui pourrait le mieux caractériser ce troisième opus de cette seconde saga La Planète des Singes. Un volet très différent de ses prédécesseurs, surprenant sur bien des aspects qui a réussi à rendre mon visionnage de l'œuvre irremplaçable lors de sa sortie en 2017. Parce que oui, ayant l'habitude de retourner en salle revoir certains longs métrages, ceux qui m'ont laissé sur ma faim pour leur laisser une seconde chance, ceux nécessitant plusieurs visionnages pour en comprendre de nouvelles nuances, et de même tout simplement ceux que j'ai aimé visionner sur grand écran, j'aime revoir des œuvres qui m'ont profondément stimulé. Touché. Pourtant, La Planète des Singes, Suprématie dans son titre français, est un long métrage que je me suis refusé de revoir en salle, tant mon premier visionnage m'a ému jusqu'aux larmes et devait rester unique. La Planète des Singes Suprématie, l'aboutissement d'une belle trilogie, certainement même la meilleure de la décennie dernière. Le premier volet réalisé par Rupert Wyatt, Rise of the Planet of the Apes, a été un succès critique, pas forcément dithyrambique, mais les retours étaient quand même très bons. On y mettait en scène la métamorphose du singe César que l'on va découvrir tout petit à travers des séquences plutôt mignonnes, qui nous donnaient même carrément l'envie d'imaginer notre parfaite cohabitation avec un primate sous notre toit, tout ça avant de voir ce dernier se transformer en leader révolutionnaire pour la liberté des singes. Il s'agissait d'une relecture totale de l'histoire de la planète des singes où les animaux devaient d'ailleurs à l'origine prendre le pouvoir sur notre planète, un scénario qui a été réécrit suite aux inquiétudes de la Fox de voir un film trop sombre et qui mènera finalement à une intrigue où les singes devront s'entraider pour fuir le mauvais traitement que leur réservent les humains. This one. This is wrong, Will. This has the potential to change lives. Some things aren't meant to be changed. Et le film m'a laissé le souvenir d'avoir passé un très bon moment même si avec du recul, ce n'est pas un long métrage qui va briller grâce à sa mise en scène, grâce à son image, à sa musique, de par son histoire. The first time that I saw the fully rendered Caesar up on screen, I was completely blown away. I mean, there was my performance, all the emotion, all the eye movements, the gestures, all cloaked in this digital chimpanzee's skin. And what amazed me really was that all the groundbreaking technology that Weta had built on since Avatar had enabled all the nuance of performance to finally make it onto the screen, and that was quite powerful. Et suite à une nouvelle direction qu'a voulu donner la Fox à ce début de franchise pour le second film, le réalisateur Rupert Wyatt décide de quitter le projet pour différents créatifs, ce qui deviendra un mal pour un bien pour la suite des aventures de César car Matt Reeves fut engagé et apportera ce supplément d'âme qu'il manquait à cette histoire. Un supplément d'âme qui avait disparu depuis pas mal de temps, de bonnes et longues décennies pour être clair. Ça partait pourtant très bien en 68 avec cette toute première adaptation du roman de science-fiction de Pierre Boulle sorti 5 ans plus tôt. Et vive la France! Un premier film donc de Franklin Schaffner qui a été plébiscité par la critique allant jusqu'à être nommé aux Oscars pour la musique, ses costumes, réussissant à gagner une statuette d'honneur pour les maquillages et étant de même un succès commercial. 20th Century Fox a porté à l'écran La Planète des Singes. D'après le plus grand roman de Pierre Boulle depuis le pont de la rivière Kwai. Avec un monde devenu fou. Cette plébiscitation poussera la Fox à demander un second film qui n'était pourtant pas envisagé étant donné que Boulle n'a jamais donné de suite à son œuvre littéraire. Et comme Hollywood ne compte pas s'arrêter en si bon chemin tant que la mayonnaise prend au niveau du box-office, La Planète des Singes ne verra pas naître seulement une suite mais plutôt 4. Des opus très inégaux, il s'agira finalement d'une saga qui a traversé ses années ciné en dents de scie, allant du bon au médiocre en passant par du meilleur puis retournant sur du plus qu'au moyen, mais le succès reste tout de même au rendez-vous. Ce qui va expliquer le fait qu'on a souhaité continuer de tirer sur la corde malgré des ambitions et une confiance de la Fox réduite au fur et à mesure des volets, avec pour preuve la bataille de la planète des singes, un 5e et dernier opus de la saga sorti en 73, qui sera celui qui bénéficiera du plus faible budget pour le mettre en place, des budgets qui n'ont cessé de chuter au fil des longs métrages. Ah, allez vous faire foutre. La cote de la licence s'est donc écroulée petit à petit, de même avec des séries télé qui ne trouveront pas leur public, de mauvais projets et des ambitions douteuses qui ont conduit les singes à une dure réalité, celle de commencer à creuser leur propre tombe. Puis par la suite on a rangé tout ça au placard avant de revenir en 88 avec un nouveau projet qui ne s'est finalement pas concrétisé. Il faudra donc attendre 2001 et le film de Tim Burton. Dans un monde où la liberté n'existe plus, Nettoyez-les!
La violence fait loi. On se lève en présence de son maître. Les puissants règnent par la terreur. Et tant que vous y êtes, ces bestioles ont une âme. Tim Burton est donc appelé à la rescousse pour relancer une franchise, La Planète des Singes. Un projet porté par Mark Wahlberg, Tim Roth ou encore Helena Bonham Carter qui deviendra au passage la future femme de Burton et nous permet de suivre une nouvelle adaptation de l'œuvre de Boule. C'est une histoire après tout qui parle au réalisateur. Lui qui a l'habitude de traiter l'étrange, la vie d'un inconnu dans un environnement qu'il ne connaît pas et où il n'est pas forcément accepté. Mais malheureusement, ce volet gardera jamais l'image d'un nouveau faux départ pour la licence. Le box-office lui tient la route. Mais les critiques ne sont pas bonnes, reprochant notamment le fait que les acteurs incarnant les singes soient trop maquillés, les rendant quasiment inexpressifs au niveau du visage. Toutes les divisions, préparez-vous à combattre! Et malgré ces plutôt bons résultats commerciaux comme évoqué précédemment, les producteurs souhaitent s'en arrêter là à cause des critiques. Certainement jugées trop mauvaises pour espérer réussir à convaincre le public de se rendre de nouveau en masse en salle pour un éventuel épisode 2. Puis même à côté de ça, je cite Tim Burton, préférait se jeter par une fenêtre plutôt que de réaliser une suite. C'était de toute façon très mal barré. On se retrouvait donc déjà de retour au point mort pour une bonne dizaine d'années avant ce Rise of the Planet of the Apes, ce lancement de nouvelle saga qui a réussi à réinstaller la licence sur un piédestal qu'elle avait quitté depuis bien longtemps. Réalisé par Matt Reeves, Dawn of the Planet of the Apes, oui on va continuer avec les titres originaux qui sont infiniment plus classe que les titres français et bien plus cohérents en plus, car l'affrontement évoqué pour ce second volet n'est pas vraiment présent, ce qui a d'ailleurs été l'un des reproches de l'œuvre. Ce titre français plus les trailers mettant en avant l'action et le côté grand spectacle du film, on ne s'attendait clairement pas à se retrouver devant un blockbuster d'auteur. Un projet bien plus posé que ce qui était à prévoir avec des choix assez couillus comme le fait de nous raconter une bonne partie de l'intrigue des singes via le langage des signes. Quelque chose en soi de tout sauf grand public et non ce titre d'œuvre avec l'affrontement pour traduire l'aube de la planète des singes qui se termine en plus sur cette réplique, comment dire, on avait un peu l'impression qu'il y avait erreur sur la marchandise. You must go before fighting begins. Oui, ça fait bizarre, et pourtant le réalisateur nous offre une histoire tellement plus passionnante, tellement plus mature, remplie de messages auxquels on va de nouveau pouvoir s'identifier avec cette relecture plus moderne, auquel notre société peut de même s'y retrouver. C'est un long métrage qui a pris le contre-pied des tendances de l'époque, là où les codes des blockbusters commençaient à vraiment se calibrer sur le MCU de Marvel Studios. Non, on ne va pas se focaliser sur ce soi-disant affrontement, mais travailler la thématique de l'humain. Quelle part d'humanité y a-t-il au fond de nous? Un singe peut-il être plus humain que l'humain lui-même? Il s'agit d'un projet qui va nuancer intelligemment tout ça. Non, les humains ne sont pas tous bons, tout comme les singes. Et non, nous ne suivons pas finalement une œuvre où les humains font face aux singes, mais une histoire où le bien fait face au mal. Jason Clarke est le bien et se retournera finalement vers Gary Oldman et ses troupes. César est aussi le bien et fera face à la révolte belliqueuse de Koba. I always think ape better than human. I see now how much like them we are. Vous l'avez compris, ce changement de direction et de tonalité m'a plu, ce second volet est un excellent film, plus brut, plus sec, plus percutant. J'attendais sa suite et cette conclusion de saga de pied ferme, ayant peur d'être déçu tant les axes d'amélioration semblaient minces. Et pourtant, une nouvelle fois, Matt Reeves est arrivé à nous surprendre, en misant cette fois-ci totalement sur l'émotion. And if we lose, it will be a planet of apes. War for the Planet of the Apes débarque en 2017 et cette fois-ci, ça y est, la guerre entre les humains et les singes se profile. Comme on le verra d'entrée avec cette intro textuelle plutôt classe reprenant les mots-clés des 3 titres de la saga Rise, Dawn and War. Et je me répète, mais les titres originaux sont infiniment plus classe et surtout plus logiques. Nous sommes encore une fois face à un film qui va nous surprendre d'entrée parce que l'on n'est toujours pas sur quelque chose d'aussi simple que les humains contre les singes. Tout comme dans l'œuvre précédente, on parle de bien contre le mal et on va le voir de suite parce que des primates se sont alliés avec les humains qui se caractérisent pourtant comme des tueurs de singes.
Nous continuons de suivre cette voie, ces questionnements qui seront renforcés par l'évolution des singes, la contamination a continué d'évoluer dans ce monde tout comme ces animaux, qui vont être de plus en plus nombreux à savoir parler. Quant à César, il s'exprime désormais parfaitement. I did not start this war. The ape who did is dead. Et après ce premier affrontement d'introduction, nous apercevons cette séquence où des prisonniers humains seront relâchés par César. Tout ça pour délivrer un message, celui de laisser les singes tranquilles, qu'ils ne veulent pas participer à cette guerre qui a malheureusement été déclenchée par Koba. Leur comportement est pacifique, mais l'œuvre va trouver son élément déclencheur avec la haine profonde de ce mystérieux groupe de soldats face aux primates. Le choc viendra du meurtre du plus grand fils et de la femme de César, abattus sauvagement par ce colonel, campé par un Woody Harrelson au top du top. War for the Planet of the Apes est un long métrage à part dans cette saga dans le sens où cette fois-ci nous allons suivre César, et ça durant l'intégralité de l'œuvre. On nous installe directement à sa place en vue à la première personne dès son intro dans l'histoire, nous allons vivre ses émotions, c'est un film sur lui, sur cet esprit de vengeance qui va naître au fond de sa personne, qui va remettre en cause notre perception du bien, du mal, et de comment la haine peut nous faire basculer du mauvais côté. I am like Koba. He could not escape his hate. C'est un long métrage qui m'a profondément bouleversé de par cette humanité qui va se réduire à néant au fur et à mesure de notre avancée dans l'histoire, que ce soit à cause de ces humains que nous allons croiser qui n'ont que pour but de tuer les singes, ces derniers de même portés par un César aveuglé par sa soif de vengeance, ne faisant plus dans la dentelle. Nous assistons à un affrontement où le mal est présent de chaque côté, César devient Koba et pourtant, ce qui rendra cette œuvre si paradoxale au point d'en faire mon film préféré de toute la licence, ce sera bien entendu l'émotion qui sera mise en place. Cette douceur que l'on va retrouver dans l'œuvre qui a permis de rendre ma séance de cinéma unique, inoubliable. Et pourtant, ces quelques moments de répit, cette poésie dans ce troisième volet participeront au fait de bouleverser le spectateur dans tous les sens. Parce que tout ça sera toujours attrapé par la cruauté de ce monde en totale perdition, cette séquence en est la preuve. Cette douceur est plaisante à suivre après tant de violence et un ton très difficile à suivre car très lourd pour le public de cette histoire. C'est une séquence qui est magnifique entre ce gorille et cette petite fille désormais orpheline, un réel bol d'air frais, mais 3 minutes plus tard, après tant d'affection, ce gorille va perdre la vie. On va revenir toujours, oui toujours, à cette tonalité qui est plus que pesante pour le spectateur. C'est en ça que l'on n'assiste pas à ce troisième volet de La Planète des Singes, nous le vivons en étant constamment attrapés par ce monde cruel, où les rapprochements plaisants de certains personnages aux races opposées peuvent laisser place à la mort, où les blagues de ce nouveau petit singe vont nous faire un bien fou dans l'œuvre, qui vont nous faire respirer un petit peu, vont se retrouver mêlés à des images de singes, réduits à l'esclavage avec un traitement qui va nous agripper de tristesse et de haine à notre siège. La Planète des Singes 3, c'est ça. Au-delà des retournements scénaristiques, c'est surtout de très grandes montagnes russes d'un point de vue émotionnel, rendant certaines scènes plus qu'inoubliables. Cette humanité, cette union cherchant à renaître, seront magnifiées par le biais de la musique de Michael Giacchino. Et cette séquence, oui, est ma favorite de tous les films de la licence, l'émotion était totale. C'est en ça que War for the Planet of the Apes est plus qu'un film de vengeance, c'est une œuvre tellement riche d'un point de vue narratif. Une histoire qui arrivera encore à nous surprendre, le volet précédent nous amenait subtilement vers un face-à-face entre le bien et le mal. Bis repetita, nous ferons de même ici, mais en découvrant au fur et à mesure des face-à-face entre le colonel et César qu'en fait, ce groupe de personnes est totalement barré à cause du fait qu'ils ne croient aucunement en une solution sanitaire pour battre ce virus. Ça fait un peu bizarre de parler de ça en 2020-2021 en plein Covid. Le bien viendra justement du reste de l'humanité qu'on ne voit jamais, c'est ce qui va nous surprendre
surprendre, tout nous semblait inexistant. Ces personnes encore sensées qui souhaitent à tout prix éradiquer le colonel et son unité prêts à s'entretuer si certains ont été contaminés par le virus. Why did they shoot me? Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on va les retrouver de manière quotidienne, venir chanter face à Woody Harrelson, non pas simplement pour le glorifier tel une divinité, mais surtout pour lui prouver qu'ils ne sont pas muets. Vous chopez le virus, vous commencez à perdre la parole, on vous tue de suite. On n'attendait pas de vaccin, clairement. Cette tradition est donc un moyen d'identifier de nouveaux cas de contamination et de les abattre. Et on remarquera d'ailleurs que cette haine des humains envers les singes n'existe même pas forcément sur Terre, c'est propre à l'unité du colonel. Cet homme parfaitement campé par Woody Harrelson qui rendra toutes ces confrontations directes avec César tellement crispantes, ce sont des moments qui vont nous couper le souffle. On le déteste très vite au plus profond de notre âme, même si on comprendra par la suite ses motivations sans pour autant les accepter, ça en fera un excellent bad guy. It was a moment of clarity for me. I realized that I would have to sacrifice my only son so that humanity could be saved. Mais ce plan justement à la fin nous montrera que l'humanité a pris une direction bien plus pacifique. Après avoir aperçu César, il reste figé, personne ne compte l'attaquer. Il semble presque redécouvrir le fait que les singes existent, leur présence sur Terre ne semble pas être un problème. Et c'est assez bizarre à imaginer après 2 heures d'histoire où tu te dis qu'on a atteint un point de non-retour entre les deux espèces, mais non, c'est finalement bien plus nuancé que ça. À la limite, vous savez, si j'avais un seul petit truc à reprocher à ce film, une scène qui fait un petit peu tâche dans toute cette histoire, qui est racontée avec tant de subtilité, et bah ce sera celle-ci. Cette séquence où ce soldat va se faire avoir de manière très bête après avoir été provoqué par les singes. Celui-ci va répondre à cette provoque en se rendant de manière assez curieuse dans leur cage, le rendant totalement accessible pour les primates. On est face à un petit raccourci scénaristique qui fait, comme je le disais, très gros dans cette histoire où tout le reste est présenté de manière bien plus fine. Le long métrage, afin de boucler la boucle, fera aussi de nombreux clins d'œil aux anciens films, surtout premier de 68, considéré comme un des meilleurs et qui a surtout permis à cette histoire d'avoir un avenir au cinéma. Le jeune fils de César se nomme Cornelius, tout comme le chimpanzé incarné par Roddy McDowall. Maurice baptise la petite fille muette Nova, qui est le nom de la femme muette prisonnière des singes qui se lie à Taylor. Les singes sont crucifiés par les hommes du colonel sur d'immenses croix en bois qui rappellent la forme de celle délimitant la zone interdite. Nova se balade avec une petite poupée en chiffon à la fin du premier film. Taylor en trouvera une dans le sable là où vivaient jadis les humains avant les singes. Et ces derniers qui arrivent en fin d'œuvre sur la Terre Promise, une région bordée de canyons et d'un grand lac qui rappelle cet endroit. That's a good question. Landon. Hey Landon. Join the expedition. Et si ce ne sont pas des références ou des hommages à ce long métrage, ce sera envers Apocalypse Now, l'un des films préférés de Matt Reeves. J'ai compris la référence. Et bien entendu, pour conclure, tout cela n'aurait jamais été aussi fort sans l'incroyable performance d'Andy Serkis en César. Maître de la motion capture, connu pour ses rôles de Gollum ou encore King Kong dans le film de Peter Jackson en 2005, il paraîtra cette fois-ci encore plus vrai que nature avec des effets spéciaux pour tous les singes plus que bluffants. Will emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. C'était d'ailleurs une petite déception de ne pas le voir récompensé par un Oscar des meilleurs effets visuels au profit du sublime Blade Runner 2049 qui s'était mis sur sa route. Le film n'en reste pas moins absolument saisissant de crédibilité, nous propose des décors plus stimulants, plus jolis que l'opus précédent. La saga a musclé son jeu une nouvelle fois et ça on le doit en grande partie au travail de Matt Reeves qui a apporté une patte dans tout ça. Une patte qui m'a plu, qui fait qu'aujourd'hui je suis plus que curieux de voir son futur The Batman parce que ses émotions, cette subtilité d'écriture,
ce traitement des personnages de l'humain mêlé à l'homme perturbé qu'est Bruce Wayne, ça devrait nous offrir quelque chose de grandiose. Je suis d'accord avec lui. Donc oui, bravo Matt Reeves, Andy Serkis, pour ne citer que ce film et ses émotions resteront à jamais inoubliables pour ma part.